Bonjour à tous et à toutes. Comme je vous l'avais promis, donc pour la suite de ce que nous avons déjà commencé concernant mon expérience professionnelle. Voilà. Nous étions arrêtés à un moment où j'avais pris la décision de pouvoir abandonner ce travail que je faisais, le travail d'enseignant avec mes premiers élèves. Voilà, j'ai pris tout le courage, comme ma femme me l'avait conseillé, j'ai démissionné de ce travail-là. J'étais triste, très triste, le premier jour. Le deuxième, troisième jour, au troisième jour, ma femme, par surprise, achètera un journal. Et dans ce journal, il y avait des offres d'emploi. Et justement relatifs qui correspondaient à ma future profession. On avait besoin d'un enseignant dans une école privée, dans un gymnase. Après avoir lu l'annonce, j'ai décidé de téléphoner immédiatement. J'ai téléphoné immédiatement et on m'a bien accueilli au téléphone et on m'a fixé un rendez-vous pour un jour précis. Voilà, le jour venu, je suis allé au rendez-vous comme il était fixé. J'arrive à ce lieu de rendez-vous. On me fait attendre d'abord dans la salle d'attente quelques instants pendant que la directrice n'était pas encore là. Et j'ai attendu et puis elle est arrivée et on me fera appel. Puisqu'il y avait d'autres candidats, c'était mon tour maintenant de rentrer. Je suis rentré. Quand je suis rentré, j'ai vu la directrice. J'étais complètement étonné. La directrice était une dame que j'avais déjà connue avant, quand j'étais encore étudiant, que je faisais des voyages, quand je faisais encore des voyages vers l'Allemagne, acheter des appareils pour revendre en Russie, comme tous les étudiants le faisaient pour gagner un peu d'argent. Et cette directrice, je l'avais croisée sur mon chemin, elle avait acheté chez moi un appareil, une imprimante, que je lui avais vendu à 4000 balles, si je m'en souviens bien, ou à 1500, je ne m'en souviens plus exactement. Donc on se connaissait déjà et je lui avais même donné beaucoup de vêtements d'enfants pour ses enfants. Vous voyez comment le monde est petit, hein? Elle me voit, elle me dit, Gilbert, c'est toi ou je me trompe? J'ai dit, non, vous ne vous trompez pas. C'est bien moi, Gilbert, Olga. Il dit, c'est pas vrai. C'est toi qui cherches c'est toi qui est venu pour la candidature de professeur de français. J'ai dit, oui, c'est bien moi. J'habite maintenant avec ma femme à Bérésino. Nous avons encore un deuxième enfant. Et j'ai travaillé là-bas pendant une année et que je n'ai pas été satisfait de mon salaire. Voilà pourquoi je me suis dit que je dois postuler plus loin pour chercher un travail qui correspondrait vraiment à mes qualités, mes capacités d'enseigner aussi. Elle me dira, Gilbert, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Je t'embauche directement. Et elle me demandera à sa secrétaire de demander aux autres qu'on a déjà eu le candidat préféré. Et j'ai été embauché dans ce gymnase-là. Tout de suite, elle me dira, je te payerai un salaire de 250 euros. Vous vous rendez compte laquelle différence? Là-bas, je gagnais 30 euros. Là, maintenant, on me propose un travail de 250 euros. Et les 250 euros, avec les 250, je dois aussi louer un appartement et puis manger avec et voilà, m'occuper de ma famille. Donc j'étais très content, je suis revenu chez moi à Bérésino, j'ai expliqué à ma femme, voilà, c'était Olga, Olga qu'on a connue, que ma femme connaissait aussi bien, à qui on avait fait des bons petits cadeaux pour ses enfants aussi, des vêtements. Elle est devenue aujourd'hui directrice d'une gymnase. Voilà, donc j'étais vraiment, elle aussi, elle était étonnée. On était toutes les deux contents. Maintenant, il était question de chercher un appartement parce qu'il faut déménager pour aller travailler à Minsk, parce que j'habitais à 100 km de là. J'ai trouvé un appartement à 80 euros, 2 chambres, donc avec mes 2 enfants et ma femme, ça suffisait. Donc c'est comme ça que j'ai quitté de Bérésino, je suis arrivé jusqu'à Minsk, la capitale.
pour travailler. Or, en plus, donc je travaillais à Minsk, j'ai commencé à travailler. J'ai bien travaillé, donc j'avais pas beaucoup d'enfants dans ma classe, j'en avais une dizaine, voilà. Donc ça s'est bien passé, j'étais content, j'étais dans un milieu où on me connaissait déjà à l'avance, où j'avais déjà tissé des relations avec la directrice. Voilà, frères et sœurs, dans la vie, ce qu'il faut, c'est de ne jamais se décourager. Il faut toujours lutter, continuer à lutter, parce que personne, nul ne sait où est cachée sa chance. Un jour, au hasard, il la retrouvera en fouinant. Donc, il faut toujours fouiner, il faut toujours chercher, il faut toujours persévérer dans la vie, même si on a l'impression que rien ne marche plus. Alors, j'ai travaillé pendant une année dans ce gymnase-là. Une année, 2 ans je crois, deux. Donc je suis allé de 97 jusqu'en 98 et par après, il n'y avait plus d'élèves qui apprenaient la langue française. Donc je n'avais plus d'heures de travail et donc j'étais obligé de quitter l'établissement. Donc j'ai été licencié, pas par ma volonté, c'est parce qu'il n'y avait pas d'élèves. Donc il fallait encore se battre de nouveau pour trouver un autre travail. J'ai longtemps réfléchi comment je dois trouver le travail, je ne savais pas par où passer. Et curieusement, je trouverai encore dans un journal qu'on avait besoin d'un prof de français dans une école d'État. Je suis allé me présenter là-bas, on m'a directement embauché. On m'a embauché, donc j'ai trouvé un autre emploi et je commençais à travailler là avec des élèves. Là-bas, j'avais beaucoup plus d'élèves puisqu'il y avait des classes de 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e. Donc j'avais presque toute l'école sur moi, quoi. Donc j'avais beaucoup d'heures de travail, donc je travaillais de 8h jusqu'à 15h tous les jours. Même excepté les samedis, je ne me souviens plus. Je crois bien excepté les samedis. Voilà, il y avait beaucoup de travail, mais je ne gagnais pas beaucoup. Je gagnais même pas la moitié de ce que je gagnais dans le gymnase. Donc j'avais un salaire à peu près équivalent à 100 euros, 120 euros. Donc j'avais juste le temps de payer mon loyer et il me restait à peine 30, 40 euros pour manger. Donc on se débrouillait comme ça, toute la famille. Voilà, donc j'ai persévéré, j'ai continué à travailler. J'avais un but aussi, mes enfants, qu'ils grandissent auprès de leur papa, quelles que soient les difficultés. Et voilà, pendant que je travaillais dans cette école, donc comme il en est toujours d'habitude, il y avait des activités de la francophonie un peu partout. Donc je me retrouvais parfois avec d'autres écoles, d'autres enseignants en discussion. Et j'ai rencontré une fois un monsieur qui me dirait hey, tu ne voudrais pas venir travailler chez moi? Nous on a besoin d'un prof de ton genre, d'un prof à qui la langue française est une langue presque maternelle. Tu ne voudras pas venir dans mon école spécialisée, nous on a besoin d'un prof comme toi. Je me suis dit, mais de l'autre côté, là où je travaille, on ne va pas me laisser partir. Il dit, ça c'est pas ton problème, ça moi je vais régler ça avec l'administration. Nous on va aller toucher le ministère et le ministère de l'éducation s'occupera de ton transfert dans notre école. Je dis, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça. J'ai quitté l'école où j'étais, je suis allé encore dans une autre école, un autre gymnase où la langue française était enseignée de façon très approfondie. Donc je suis arrivé là, j'ai été bien reçu aussi par la directrice et il y avait aussi un Africain, un Algérien, un ami qui s'appelait Kimouche qui travaillait déjà là. Quand je suis arrivé, j'avais beaucoup plus facile parce que déjà avec lui, on pouvait se communiquer en français tranquillement. Donc j'étais content de moi.
et de toute la chance que j'ai eue pour arriver jusque-là. Maintenant, comme c'était une école d'État qui sous le contrôle de l'ambassade de France, c'est l'ambassade de France qui s'occupait de ce gymnase-là. Donc les diplomates de l'ambassade de France travaillaient, organisaient le travail de la francophonie dans cette école. C'était une école plus ou moins, je dirais, privilégiée. Donc quand j'ai commencé à travailler là, je commençais à rencontrer des diplomates français. Le consul parfois qui venait là à l'école parler avec la directrice pour l'organisation du travail. On apportait des livres, il y avait beaucoup de choses. Donc, moi, avec mes initiatives, ma motivation, j'ai transformé cette école-là. J'ai commencé à enseigner, parce qu'on n'enseignait rien que la langue française, le français. Moi j'ai introduit la géographie, l'histoire, l'initiation à la philosophie au sein de cette école. Donc les enfants, au départ, au niveau de la directrice, ils avaient peur, mais quelques mois après, ils ont constaté que les enfants parlaient mieux le français. Et dans les concours olympiades de la francophonie, on occupait toujours la première place, la deuxième, la troisième place, la quatrième place. Donc les autres écoles se contenaient de la cinquième, sixième et au-delà. Donc on était les meilleurs. Donc mes enfants étaient toujours les meilleurs en français. On gagnait des... On était toujours au premier plan. Donc j'ai commencé à être attiré par d'autres écoles aussi qui me proposaient de venir travailler aussi avec leurs élèves, soit à donner des cours supplémentaires comme ça. Voilà, vous voyez, donc j'ai eu beaucoup plus de travail que je ne l'imaginais. Maintenant le problème c'était de payer mon loyer parce que le salaire là-bas n'était pas aussi grand. Je pouvais payer au départ le loyer, mais c'était difficile. Donc j'ai été voir la directrice de l'école pour lui dire que madame la directrice, vous avez beaucoup plus de relations que moi. Moi, je suis dans une situation où je veux bien travailler dans votre école, continuer à travailler. Le travail que je fais me plaît, mais mon loyer coûte trop cher. Je ne sais pas comment résoudre ce problème-là. J'aurais besoin d'un foyer, soit d'un appartement d'État où je pourrais payer moins cher. Mais comme je n'ai pas de relation, je ne sais pas par où passer, comment faire résoudre ce problème-là. Il dit, ok, ça va, on va essayer de réfléchir. Il m'a dit, il faut que tu ailles voir le responsable de l'enseignement secondaire au ministère. Moi, de mon côté, je vais essayer de le joindre pour lui expliquer que vraiment, tu es dans le besoin, tu es très important pour notre école aussi. J'ai été avec ma femme le voir dans son bureau, il m'a reçu. Et il me dira, tu sais, bon, c'est pas facile, mais il faudrait que tu attendes, je vais essayer de résoudre ton problème. Donc j'ai attendu 3-4 mois, je crois, et puis j'aurai un appartement dans un centre universitaire de 2 chambres qui me revenait beaucoup moins cher. Donc je pouvais, avec mon salaire et avec payer le loyer là, facilement, et me contenter du reste, de m'occuper de ma famille, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que et je me suis entré, et j'ai bénéficié de ce qu'on appelle aussi Prapiska, l'enregistrement officiel dans la ville de Minsk. Parce qu'à l'époque, en Biélorussie comme en Russie aussi, tout le monde doit habiter là où il est enregistré. Donc il y a ce qu'on appelle le Prapiska. Un Prapiska, c'est un document officiel qui donne le droit à une personne de séjourner dans une ville ou un village quelconque. Parce que si tu n'as pas de Prapiska dans cette ville-là, normalement tu n'as pas le droit de travailler aussi dans cette ville-là. Moi au départ j'ai commencé à travailler sans Prapiska. Donc ça veut dire que, un peu comme un illégal. Donc quand j'ai eu le Prapiska, donc cela revenait à dire que j'étais complètement déjà intégrant dans la vie professionnelle, administrative de la capitale. Donc j'étais à Minsk, j'ai bénéficié d'un appartement d'État, disons,
de 2 chambres dans un foyer estudiantin, dans un foyer qui appartenait à des étudiants. Voilà, donc j'étais bien en plein centre de la ville et je me rendais à mon service sans difficulté, j'étais content. Et moi et toute la famille, voilà. Et à partir de là, j'étais beaucoup plus stable maintenant dans ma vie professionnelle. J'ai commencé à rencontrer d'autres étudiants. À cette époque-là, dans les années 90, 2000, il y avait une vague de réfugiés d'origine soit congolaise, africaine, quoi, disons. Et beaucoup venaient vers moi pour demander conseil. Donc beaucoup qui ne savaient pas parler le russe venaient vers moi pour que j'aille interpréter auprès des administrateurs ce qu'ils voulaient dire dans les communications, etc., etc. De plus en plus, je commençais à être bien connu. Et une fois, je reçois un coup de téléphone, on m'appelle. C'était l'université économique de Minsk. Il y a quelqu'un qui me connaissait, me dit, Gilbert, tu écoutes, nous on a de tes nouvelles, mais on voudrait bien que tu viennes aussi travailler chez nous à l'université. Tu n'accepterais pas de venir donner des cours à l'université? On a besoin d'un prof comme toi. Voilà, je suis allé à l'université économique d'État de Minsk, on m'a embauché. Donc je travaille et à l'école spécialisée et à l'université. Les cours à l'université commençaient à partir de 15h, 16h jusqu'à 21h. Donc à l'école, je travaillais de 8h jusqu'à 14h, voire 13h30. Donc j'arrivais à m'adapter, à faire et le travail à l'université et le travail à l'école. Donc mon influence pédagogique a augmenté. Donc on a commencé à me connaître de plus en plus. En plus, je parlais bien le russe, je parlais bien le français aussi. Voilà, donc j'étais content de moi, j'ai accédé à des échelons à une vitesse vraiment vertigineuse. Donc de plus en plus, j'étais connu dans la ville et puis en plus de cela, j'étais presque le premier noir africain à être enseignant. Et à l'université là, économique d'État de Minsk, dans les écoles secondaires aussi. Et j'ai gagné beaucoup de trophées, mes élèves ont gagné beaucoup en francophonie. On a créé même un orchestre où les enfants chantaient du rap. Donc ça a été de plus en plus un grand plus pour moi au niveau vraiment des relations professionnelles. Voilà. Et par après, j'ai eu des soucis parce que je voulais que ma femme travaille aussi. J'ai été voir la directrice et la directrice a dit non, il n'y a pas de souci. On a embauché ma femme comme inspecteur de cadre. Ma femme aussi a été embauchée à l'école où je travaillais. Donc j'étais encore très très content. Donc on travaillait ensemble et madame et moi dans la même école. Jusqu'au jour où je finirais par découvrir que à chaque fois que mes élèves gagnaient, remportaient des concours de francophonie, etc., liés à la langue française, on donnait des primes. L'État donnait des primes. Et ces primes, je n'avais jamais bénéficié de ça. L'argent qu'on donnait, c'était le doyen quoi, de la faculté là, qui mettait cet argent dans ses poches et moi je ne bénéficiais d'absolument rien du tout. Quand j'ai su ça, j'ai été voir la directrice pour lui parler de ça. Elle était mécontente, moi aussi j'étais mécontent. Donc on ne s'est pas compris. Moi j'ai dit à la directrice, comme si ça continue comme ça, moi je ne pourrais plus continuer à travailler ici parce que moi je fais du bon boulot. On donne la prime et moi je ne bénéficie absolument de rien du tout. Donc c'est de l'exploitation, je ne saurais pas supporter ça. Donc j'ai été contraint de quitter cette école spécialisée où je travaillais. J'ai pris le courage, j'ai
parce que déjà dans une autre école aussi, spécialisée de langue française, qui travaille aussi parallèlement avec l'ambassade de France, dans cette école-là, on me connaissait aussi parfaitement bien. J'avais déjà des collègues là-bas aussi. Ce sont ces collègues-là qui m'ont dit, mais tu viens travailler chez nous, en tout cas, il n'y a pas de ce genre de problème. Quand il y a la prime, on divise on divise l'argent, on divise, on donne à chacun une petite somme et tout le monde est content chez nous, ça se passe comme ça. Alors là où tu es là-bas, ça a été toujours comme ça. Donc, si tu veux bien venir travailler chez nous, nous, on a la porte ouverte, on t'accepterait joyeusement. J'ai été voir la directrice, j'ai dit, Madame la directrice, je ne saurais pas continuer comme ça. Comme on ne s'entend pas bien sur ce plan-là, financier, moi je vais changer d'école. Elle a dit non, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu peux changer, c'est ton droit. Et j'ai quitté cette école, ce gymnase, pour un autre gymnase. C'était le gymnase numéro 8 et je suis passé au gymnase numéro 79. Et là, j'ai commencé un nouveau cycle avec des nouveaux élèves. Et cette école se trouvait non loin de ma maison. Parce que l'autre école se trouvait au moins à combien? Il fallait que je prenne le métro aussi. Donc c'était au moins, il fallait compter même à 20 km de chez moi. Ah là, j'étais presque à 3-4 km de la maison. Donc j'ai commencé à travailler dans une nouvelle école. J'avais aussi des élèves qui étaient vraiment... Tout le monde était content de me recevoir dans cette école-là. Et je commençais à donner des cours d'histoire, de géographie, de sciences sociales. Donc c'était vraiment très enrichissant et les élèves apprenaient beaucoup mieux le français et s'exprimaient beaucoup mieux en français. Et puis il est arrivé un jour, on m'apprendra que l'ambassadeur de France viendra assister à ton cours de français. L'ambassadeur de France, le nouveau, qui est d'origine polonaise, viendra assister à mon cours de français avec le corps diplomatique en sa compagnie. Et voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter là et comme ça je vous expliquerai la suite. Comment est-ce que j'ai rencontré l'ambassadeur de France et qu'est-ce qu'il m'avait dit et comment ça s'est passé. Et c'était lui qui était à l'origine de mon immigration en Europe. Mais ça, on verra ça plus tard. Je vous le dirai la prochaine fois. Pour ceux qui me suivent, restez là, n'hésitez pas, mettez des likes, soutenez-moi dans mon partage du parcours professionnel et de mon expérience professionnelle aussi. Soutenez-moi, mettez des likes, partagez cette vidéo, gardez courage, n'hésitez pas, en tout cas, à me poser des questions. Si vous en avez, je répondrai bien volontiers à vos questions. Merci. En ce moment que je vous parle de cette vidéo, je me retrouve à la mer en Espagne. Je suis venu avec ma femme ici pour fêter les 36 ans de mariage. Donc ici, je suis à la mer, à la plage, il y a un peu de bruit, on entend les vagues, voilà. Voilà, c'est ça quoi. Donc j'ai profité de partager ce moment aussi avec vous, afin que vous aussi, vous voyez là où je suis. Je suis à Lloret de Mar. Lloret de Mar, c'est une très très belle ville touristique de l'Espagne. Donc avec des beaux paysages, belles plages, voilà, des hôtels, une ville où il y a vraiment beaucoup d'animations, d'activités. Et je souhaiterais que vous, un jour, quand vous voudrez bien voyager, que vous veniez aussi passer votre temps un jour à Lloret de Mar. Et voilà, on va s'arrêter là. Troisième épisode de cette histoire en continuité, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Je vais vous laisser et je vous dis à tantôt, à très bientôt.